Simplement, pendant que j'ouvre le diaporama, vous présenter un petit peu le, comment dire, mauvais emplacement, excusez-moi. Tac. Voilà. Et on met ça comme ça. Bien. Simplement vous présenter la perspective dans laquelle je m'adresse à vous aujourd'hui. Donc nous sommes vraiment très heureux du côté de la mission ministérielle de prévention et de lutte contre les violences en milieu scolaire, l'invitation qui nous a été faite par les académies de Besançon et de Dijon de travailler avec les corps d'inspection sur cette question du climat scolaire. Alors, le moment s'y prête parce qu'il y a une réflexion actuellement effectivement sur les modes notamment d'évaluation et d'accompagnement qu'on met en place. Mais je crois qu'il faut vraiment prendre en compte le fait que à la fois dans le développement professionnel individuel des personnes avec lesquelles nous travaillons, mais également l'accompagnement des équipes, la présence sur le territoire, les inspecteurs ont vraiment un rôle très important à jouer dans ce domaine. Quand je dis les inspecteurs, en fait, je dis nous, en ce qui me concerne, je suis inspecteur de lettres dans l'Académie de Nantes et actuellement détaché auprès de la mission ministérielle de prévention et de lutte contre les violences en milieu scolaire. Est-ce que vous m'entendez bien ou est-ce que ça résonne? Ça va? Le but de ma présentation, en fait, il y a deux objectifs. Premièrement, essayer d'arriver à une représentation harmonisée des questions de climat scolaire. Alors, c'est un consensus, ça n'est pas forcément la définition à retenir et tout ça. C'est des choses qui permettront, en tout cas, d'avancer ensemble. Et puis, deuxièmement, c'est à partir de cette définition relativement consensuelle, de voir comment on peut identifier des pistes d'action pour faire en sorte que s'améliore effectivement le climat scolaire dans les écoles et dans les établissements. Le plan que je vais suivre est très simple, un petit topo initial sur le climat scolaire, suivi d'une articulation qui mérite qu'on s'y attarde, c'est le lien à double sens entre climat scolaire et apprentissage, c'est pour ça qu'on parle de climat scolaire pour et par les apprentissages, et puis ensuite quelques propositions, ce ne sont que des propositions, pour voir un petit peu ce que l'on peut faire dans ce domaine en tant qu'inspecteur, premier et second degré, voie générale et voie professionnelle. Alors en ce qui concerne le climat scolaire, on l'a entendu plusieurs fois ce matin, c'est une question qui mobilise. Alors actuellement dans le discours ministériel, on entend une école de la confiance, on entend parmi les fondamentaux lire, écrire, compter et respecter autrui. Et je crois que ce sont des choses qui peuvent être mises en lien avec cette question du climat scolaire. Jean-Marc Huard, le DGESCO, expliquait la semaine dernière que l'école de la confiance, cette confiance irriguait les relations qui pouvaient exister entre élèves et professionnels, entre professionnels entre eux, entre professionnels et familles, au sein de l'institution, entre élèves eux-mêmes, etc., etc. Là, je crois qu'on a un point d'appui institutionnel pour accrocher ces préoccupations de climat scolaire qui nous rassemblent aujourd'hui. Le respect d'autrui, je ne développe pas, on se situe un petit peu dans la même perspective. Auparavant, et depuis quelques années, on parle de bienveillance, on parle d'estime de soi, on parle de citoyenneté. Ce sont des notions auxquelles il est possible de raccrocher les questions de climat scolaire. J'essaierai d'expliciter en quoi dans la suite de mon propos. La réglementation nous aide également à avancer sur cette question du climat scolaire. En 2013, on a un référentiel des compétences des personnels d'enseignement et d'éducation. Et ce référentiel, en fait, ménage beaucoup de place à des questions liées au climat scolaire qui sont, par exemple, l'attention qu'on doit prêter à chacun, le climat qu'on s'efforce de faire régner, d'installer et de maintenir dans une classe. Il y a la question également de la prévention des discriminations, etc., etc. Le socle commun de 2015 comporte un domaine, la formation de la personne et du citoyen, qui offre également un point d'ancrage aux questions de climat scolaire. Pour citer des éléments très rapides, dans le socle commun, on trouve des choses comme les élèves doivent être capables de faire preuve d'empathie, ils doivent être capables de faire preuve de responsabilité à l'égard du groupe. Je ne détaille pas, mais si le socle commun est bel et bien un référentiel de formation pour les élèves et pas uniquement un référentiel d'évaluation, ça nous amène, en tant que système éducatif, à envisager les conditions qui vont permettre d'effectivement développer, qui vont permettre aux élèves de développer des apprentissages dans ce domaine-là, et c'est quelque chose qui n'est pas simple parce que nous n'en avons pas l'habitude. Troisième axe réglementaire, depuis 2016, mars 2016, il y a une circulaire qui généralise les groupes académiques climat scolaire
qui évoque également les enquêtes locales de climat scolaire. Donc ces groupes se sont généralisés et structurés à la rentrée dernière et du côté de la mission, nous travaillons régulièrement avec eux pour essayer de voir de quelle manière on peut impulser des politiques au sein des académies pour permettre effectivement une amélioration du climat scolaire dans les écoles et dans les établissements. Sachez que les enquêtes locales de climat scolaire, par exemple, sont une application qui est disponible pour les établissements et les écoles volontaires à cette rentrée. Elles fonctionneront à la rentrée des vacances de Toussaint. Elles fonctionneront pour les collèges comme l'année dernière, mais également pour les lycées et pour les écoles. Les modèles de compte-rendu des rendez-vous de carrière, le PPCR, ménagent également une place, je le montrerai tout à l'heure, à la question du climat scolaire. Les projets académiques, les projets d'école, les projets d'établissement, vous le savez, eux aussi ménagent une place de plus en plus importante au climat scolaire. C'est très facile de le dire dans ces deux académies ici, puisque le projet de l'Académie de Besançon, qui court, si ma mémoire est bonne, de 2015 à 2019, mentionne une dizaine de fois la question du climat scolaire, et le projet académique de l'Académie de Dijon, qui courait de 2014 à 2017, mentionne lui aussi très régulièrement le climat scolaire, et j'imagine que dans la consultation en cours, il en sera encore question. La recherche publie, rassemble, mène des projets sur des questions de climat scolaire. C'est de plus en plus fréquent, patent. Pour citer des études récentes, on peut citer les recherches menées dans le cadre de PISA, par exemple, qui travaillent sur des questions d'anxiété des élèves, qui travaillent sur des questions de sentiment d'appartenance. On touche bien le climat scolaire. Enfin, une question qui mobilise par les attentes, les aspirations de pas mal de personnes. Lorsqu'on s'entretient avec des équipes dans les écoles, dans les établissements, lorsqu'on échange avec des cadres, on se rend compte qu'il y a une aspiration plus ou moins assumée à travailler sur la question du climat scolaire. Et là, si dans cette première diapositive, je présentais un certain nombre d'éléments réglementaires, c'était pour effectivement autoriser la prise en compte et fonder peut-être en droit, s'il le faut, la prise en compte du climat scolaire dans les pratiques professionnelles qui sont les nôtres et celles des personnes avec lesquelles nous travaillons. Pour définir le climat scolaire, premier point, le climat scolaire n'est pas simplement une question de vie scolaire, mais je crois qu'on est d'accord là-dessus. Ça n'est pas uniquement une question de prévention des violences, le recteur Chanet l'a évoqué tout à l'heure. On touche également des questions qui sont liées au bien-être, qui sont liées à l'estime de soi, à la confiance, comme on a pu le voir tout à l'heure. Deuxième élément clé sur le climat scolaire, c'est le lien à double sens entre climat scolaire et apprentissage. J'y reviendrai un petit peu plus tard, je ne détaille pas pour le moment. Troisième point important sur le climat scolaire, c'est de bien identifier le fait que en fait, tout le monde, au sein du système éducatif et plus précisément au sein d'une école ou d'un établissement, tout le monde est à la fois bénéficiaire ou victime, et si le climat scolaire est dégradé, bénéficiaire du climat scolaire, d'un bon climat scolaire, mais tout le monde est également acteur du climat scolaire. Et ça, c'est un élément qui est important pour essayer d'engager les acteurs à la fois dans des démarches qui permettent à leur niveau, selon leur métier, de contribuer à l'amélioration du climat scolaire. C'est important également en termes peut-être de motivation, c'est-à-dire se dire que si le climat scolaire est quelque chose qui est porté par chacun, eh bien nous avons individuellement prise sur son amélioration. Je vais vous proposer une définition parmi d'autres du climat scolaire, une définition qui est assez synthétique, c'est celle de Michel Janos, qui comporte 5 composantes pour le climat scolaire. Alors, le climat scolaire se compose d'abord du climat relationnel, c'est-à-dire la qualité, le caractère chaleureux des relations qui peuvent exister entre les personnes au sein de l'école ou de l'établissement, que ce soit entre adultes, que ce soit entre jeunes ou enfants, que ce soit entre jeunes, enfants et adultes. Donc le caractère chaleureux, le caractère respectueux de ces relations, on reviendra un petit peu là-dessus ultérieurement. Ensuite, vous avez le climat éducatif. Et Janos évoque le caractère dévoué des adultes ou des professionnels à la réussite des élèves. Et je trouve le terme de dévouement assez intéressant en termes d'engagement, en termes de ce qu'il signifie
sur la posture que l'on peut essayer de développer. Vous avez donc le climat éducatif, c'est le dévouement des professionnels quant à la réussite des élèves, c'est également l'adhésion des élèves aux apprentissages et aux activités qui leur sont proposées. On a ensuite le climat de justice, c'est-à-dire la clarté, l'explicitation des règles, leur application judicieuse au sein de la communauté. Vous avez le climat de sécurité, et alors il s'agit de la sécurité des personnes, bien sûr, la sécurité des biens, mais on l'a évoqué à plusieurs reprises ce matin également, il est question de sécurité affective, de sécurité émotionnelle, puisqu'il s'agit d'un besoin essentiel dans un contexte d'apprentissage. Et enfin, vous avez le climat d'appartenance. Alors le fait qu'il soit décalé n'est pas une erreur de mise en page, en fait, c'est que Janos explique que le climat d'appartenance découle des 4 autres composantes. C'est-à-dire que ça n'est pas forcément en travaillant spécifiquement sur le climat d'appartenance au sein d'une école ou d'un établissement qu'on renforce cette appartenance. Ce sont des choses qui sont intéressantes, mais si au début de l'année, par exemple, on a travaillé sur l'appartenance, on a ménagé une semaine d'intégration, quelque chose comme ça, vous voyez, qui permet de favoriser une appartenance, un sentiment d'appartenance chez les élèves, mais si assez rapidement on se rend compte que les relations ne sont pas très bonnes, que le climat éducatif n'est pas terrible non plus, que le sentiment de justice est dégradé, etc., eh bien le sentiment d'appartenance, le climat d'appartenance va se dégrader également. D'accord ? Donc il est intéressant, en termes de climat scolaire, de se dire qu'attention, on va pas uniquement travailler sur des actions qui renforceraient le climat d'appartenance, mais qu'on travaille bien sur un système, sur une globalité, sur une complexité, et c'est sans doute quelque chose qui justifie les explicitations qu'on va essayer d'apporter aujourd'hui. Vous avez, dans la mesure où le diaporama sera à votre disposition, un lien vers une revue de l'ADEP qui évoque la question du climat scolaire. Dernier élément sur la définition du climat scolaire, bien voir que c'est quelque chose qui articule l'action individuelle et l'action collective. Si vous voulez, c'est un petit peu comme la lutte contre le décrochage ou l'encouragement à la persévérance. C'est-à-dire que si certains d'entre nous, au sein d'une école ou d'un établissement, travaillent sur l'amélioration du climat scolaire, et que par ailleurs, les choses sont dégradées par l'activité ou le mode d'activité professionnelle d'autres, à ce moment-là, le climat scolaire pâtit de ces actions individuelles. Ça ne signifie pas qu'il faut attendre que tout le monde s'y mette pour avancer, mais ça signifie qu'il faut absolument veiller à la manière dont on rend cohérent et constant le travail qu'on fait sur le climat scolaire. Cohérent donc entre les différentes personnes qui participent à un collectif, donc il faut qu'on puisse réfléchir à la manière d'embarquer les gens dans cette question-là, mais également cohérent dans le temps, ne pas défaire le lendemain ce qu'on a construit la veille par exemple. En ce qui concerne le climat scolaire et les apprentissages, je vais au galop, je vous prie de m'en excuser, mais en ce qui concerne le climat scolaire et les apprentissages, donc il s'agit bien d'un lien à double sens, pour et par les apprentissages. Pour les apprentissages, ça signifie que, et c'est une idée, si vous voulez, c'est presque une porte ouverte que j'enfonce ici, mais un bon climat scolaire permet ou favorise l'apprentissage ou l'enseignement. C'est-à-dire que si on le lit d'ailleurs dans pas mal de textes actuellement, on dit ben voilà, c'est une condition des apprentissages, etc. Ben oui, c'est vrai. Et la recherche le montre. Un climat scolaire de qualité a des incidences sur la qualité des apprentissages scolaires des élèves. Mais ce qu'il est important de voir également, c'est que les apprentissages sont une des conditions de la qualité du climat scolaire. Et ces apprentissages, ils peuvent porter sur des questions disciplinaires, c'est-à-dire l'enseignement, effectivement, de l'éducation physique et sportive, de l'histoire-géographie, de la technologie, des apprentissages qui sont transversaux et scolaires, les méthodes et outils pour apprendre, pour faire vite, c'est-à-dire des choses qui concernent toutes les disciplines, mais qui n'appartiennent pas en propre à une des disciplines, qui appartiennent à toutes. Et puis des contenus transversaux non académiques, quoiqu'ils sont un petit peu académiques puisqu'ils sont dans le socle commun aujourd'hui, c'est la formation de la personne et du citoyen, ce sont les compétences psychosociales, vous voyez cet ensemble de compétences-là qui permettent, si on les développe avec les élèves, de contribuer à leur empowerment, c'est-à-dire à de renforcer leur capacité d'agir dans ce domaine-là. Cette notion d'empowerment est assez importante dans le climat scolaire. On peut citer un tout petit exemple, c'est la question du harcèlement en milieu scolaire. Le rôle des témoins est quelque chose d'absolument essentiel et les témoins n'osent pas agir ou ne savent pas agir. C'est un petit peu la même chose entre nous. Lorsque nous voyons quelqu'un être maltraité, il n'est pas sûr que nous agissions immédiatement parce que nous pouvons craindre de le faire, nous pouvons ne pas savoir comment faire. Et chez les élèves, c'est un petit peu la même chose. Donc il faut essayer de travailler avec eux sur cette idée d'être responsable envers le groupe.
Le climat scolaire pour les apprentissages et l'enseignement, je passe assez rapidement. Du côté des élèves, ça permet d'orienter leur motivation, ou alors ça permet d'observer que leur motivation est plutôt orientée, avec toutes les précautions qu'il faut mettre sur la motivation, mais plutôt orientée vers les apprentissages et les activités proposées plutôt que vers les perturbations. C'est-à-dire si le climat scolaire est de qualité, eh bien les élèves se focalisent sur ces éléments-là, c'est un lieu commun. Deuxième élément, la disponibilité cognitive et émotionnelle, je ne sais pas si le terme est bon, mais tout à l'heure, M. Huet a évoqué effectivement les effets du stress, on peut évoquer les effets de la peur, les effets de l'humiliation sur les facultés cognitives, c'est-à-dire que dans des situations où nous sommes rendus particulièrement vulnérables par ces émotions-là, eh bien nous nous concentrons moins bien, nous mémorisons moins bien, nous raisonnons moins bien, enfin toutes ces choses-là, et ça rend, si vous voulez, nécessaire, et les neurosciences le montrent aujourd'hui par l'image, ça montre le caractère nécessaire de travailler sur ces éléments-là. Du côté des professionnels, un climat scolaire de qualité, là aussi ce sont des choses qui sont assez évidentes en fait, permet de se focaliser davantage sur les apprentissages plutôt que sur la police. C'est souvent le terme qu'on utilise, c'est-à-dire bah oui, j'ai passé 20 minutes au début du cours à faire la police et du coup mon heure de cours en est d'autant rabotée. Ben voilà, si le climat scolaire dans l'école ou dans l'établissement ne nécessite pas ce genre de travail, eh bien on a une focalisation plus grande sur l'enseignement et surtout on a une satisfaction plus grande en termes d'exercice professionnel, puisque ce qui motive probablement davantage, ce qui nous motive d'ailleurs à enseigner, ou ce qui nous a motivé à enseigner, c'est plutôt de transmettre, de permettre un développement de compétences, de capacités, plutôt que de mater, si vous voulez, ou de gérer, ou de faire la police, comme on disait tout à l'heure. Trois remarques sur le climat scolaire pour les apprentissages et l'enseignement. La première chose, alors là ce sont certaines études, je pourrais le joindre d'ailleurs à ce diaporama. Ce dont on s'aperçoit, c'est le premier terme, c'est durée. Ce dont on s'aperçoit, c'est que quand dans une école ou un établissement, on met en place un programme d'amélioration du climat scolaire, en fait, ça a un effet rapide sur la qualité des apprentissages des élèves, mais cette amélioration diminue dans le temps. D'accord ? On améliore le climat scolaire, les apprentissages des élèves s'améliorent, mais cette amélioration, en fait, s'amoindrit, ça continue à s'améliorer, si vous voulez, mais de manière moindre. Donc ça signifie que cette question du climat scolaire est une préoccupation constante, d'une part, et ça renvoie au troisième point de mes trois remarques, là. C'est-à-dire qu'une action sur le climat scolaire doit s'accompagner d'un renforcement pédagogique et didactique, et c'est là que le travail que nous devons faire ensemble, en tant que corps d'inspection, me semble tout à fait essentiel. Autre élément, l'amélioration du climat scolaire, là aussi c'est une étude américaine qui le montre. L'amélioration du climat scolaire bénéficie davantage aux élèves des CSP défavorisés, c'est-à-dire que les élèves de CSP défavorisés maîtrisent mieux les apprentissages scolaires quand le climat scolaire est bon que des élèves de CSP non défavorisés, si vous voulez. Ils bénéficient davantage d'une amélioration du climat scolaire. C'est quelque chose qui peut être intéressant, soit dans le domaine de l'éducation prioritaire, soit en termes de valeur, c'est-à-dire pour mobiliser les collègues avec lesquels nous travaillons sur cette question du climat scolaire. Il y a également dans le climat scolaire une dimension d'équité qui est assez importante. Le climat scolaire par les apprentissages et l'enseignement, c'est d'abord une question de contenu. Vous allez voir dans cette page-là, en fait, je schématise l'acte d'enseignement selon trois entrées. Rien de bien nouveau là-dessus. D'abord, enseigner, c'est définir des contenus d'apprentissage. Ensuite, c'est adopter des démarches d'enseignement. Et puis, c'est enfin entretenir une relation pédagogique et éducative avec les élèves. D'accord ? Et donc, j'essaye dans cette diapositive de montrer comment le climat scolaire peut s'améliorer si l'on investit chacun de ces trois champs. D'abord, une question de contenu. Si nous sommes capables de permettre l'appropriation par les élèves de contenus non académiques, du type formation de la personne et du citoyen, du type compétences psychosociales, eh bien, nous travaillons à l'amélioration du climat scolaire. Nous les rendons capables d'adopter des comportements prosociaux, d'aide, de soutien, d'attention aux autres, par exemple, hein, plutôt que d'indifférence, plutôt que de compétition, etc. La difficulté, les deux difficultés qu'on rencontre sur ces compétences non académiques,
c'est leur didactisation. C'est-à-dire que si on prend un élément disciplinaire, je ne sais pas, moi, peu importe, on va prendre le français parce que c'est une discipline avec laquelle je suis assez à l'aise, mais s'il s'agit de faire acquérir une notion disciplinaire comme, je ne sais pas, moi, un point d'histoire littéraire, le prédicat, tiens, puisqu'on en parlait récemment, nous savons à peu près didactiser cette chose-là. En ce qui concerne des contenus non académiques, c'est plus difficile. Comment est-ce qu'on permet à quelqu'un d'apprendre à se faire confiance? Comment on apprend à quelqu'un à faire confiance aux autres? C'est quelque chose de beaucoup plus compliqué qui nous demande un niveau d'analyse didactique qui permettent de jouer par exemple avec les différents modèles d'apprentissage, qui permettent de jouer avec les apprentissages selon la fonction adaptative, qui permettent à jouer également sur les apprentissages informels, sur les conditions qu'il faut rassembler pour que ces apprentissages soient effectifs chez les élèves. Deuxième difficulté qu'on rencontre, c'est la place qu'on accorde à ces apprentissages-là, à ces contenus non académiques. C'est-à-dire, est-ce que nous acceptons de leur accorder une place explicite à côté de contenus disciplinaires? Et là, c'est un choix collectif qu'il faut réussir à faire, et les corps d'inspection, je crois, ont un rôle important à jouer là-dedans. Question de contenu scolaire également, soit transversaux, soit disciplinaires. Il y a certains éléments dans chacune des disciplines qui peuvent entraîner une insécurité cognitive, c'est une abstraction ou une technicité grande des contenus, et dans chaque discipline il y en a. Et vous avez des facteurs d'insécurité émotionnelle, c'est par exemple l'exposition de l'élève au regard des autres, le fait par exemple en langue vivante de prononcer avec l'accent, le fait en EPS de réaliser une figure devant les autres, etc., etc. En français, de jouer ou de réciter une poésie, par exemple. Le climat scolaire par les apprentissages et l'enseignement, c'est également une question de démarche. Et les deux axes principaux sur lesquels, je crois, on rejoint beaucoup de préoccupations actuelles qu'on essaye de faire partager aujourd'hui dans le système éducatif, c'est d'une part améliorer le sens que les activités peuvent revêtir aux yeux des élèves, sens qui peut être lié à l'explicitation des tenants et des aboutissants, le sens qui peut être lié également à une pédagogie de projet, c'est-à-dire inscrire une activité ou un apprentissage dans le cadre d'un projet plus général, le sens qui peut être lié également au fait que l'activité concerne des besoins d'apprentissage qui sont les miens. Et là, on rejoint des questions de différenciation. Deuxième élément dans les démarches, c'est la place de l'élève. La place de l'élève, si nous adoptons des démarches qui accordent une part d'activité importante à l'élève ou au groupe d'élèves, si nous accordons dans nos démarches une place importante là aussi à la prise en compte des besoins individuels, y compris des besoins qu'on peut avoir tendance à oublier parce qu'ils devraient être acquis à tel niveau de scolarité, eh bien on renforce la place de l'élève et le sentiment d'existence au sein de la séance. Et je crois que là, ce sont des démarches qui caractérisent effectivement, qui peuvent jouer sur une amélioration du climat scolaire. Trois éléments qui sont importants dans ce champ-là: l'explicitation, la différenciation et la coopération. Là, ce sont encore une fois trois axes sur lesquels nous avançons régulièrement avec les équipes. Enfin, c'est une question de relation pédagogique. Alors, c'est toujours difficile de parler de relation pédagogique devant Christophe Marcelier, mais cette relation pédagogique donc, a beaucoup à voir, et chacun peut en être conscient, avec la confiance qu'on peut avoir en soi-même. C'est-à-dire la personne qui nous parle joue beaucoup sur le sentiment de confiance qu'on peut avoir en soi-même, en nous-mêmes, sur la confiance qu'on peut avoir dans les autres, sur l'estime que je peux avoir de moi-même, sur le sentiment de sécurité qui peut être le mien. Et là, ça impose de prendre en compte des éléments comme la communication dans la professionnalité. C'est pour ça que je mettais entre crochets à la fin de cette diapositive comme difficulté, assumer, expliciter cet aspect de la professionnalité, c'est quelque chose avec lequel nous ne sommes pas à l'aise actuellement. C'est-à-dire que caractériser la relation pédagogique de quelqu'un avec qui nous travaillons est quelque chose qui demande énormément de précautions, parce que la confusion entre relation pédagogique et personne est quelque chose qui est assez fréquent. Donc il s'agit d'essayer de dissocier les deux lorsqu'on va essayer de caractériser ces éléments-là si l'on veut travailler, c'est-à-dire évaluer et accompagner les collègues sur ce champ-là.
L'entrée par les disciplines est un élément essentiel, c'est-à-dire que les questions de climat scolaire ne nient pas le travail disciplinaire. Il s'agit de conjuguer le caractère transversal du climat scolaire, c'est-à-dire son caractère traversant. Si une question est transversale, c'est qu'elle traverse les différents métiers. Elle traverse notamment les disciplines. C'est le cas, par exemple, de la prévention du décrochage. Et c'est la raison pour laquelle j'ai évoqué un article récent d'Yves Reter, qui est votre compatriote, qui a récemment publié une étude qu'il a menée et qui est très très intéressante. C'est une étude qui porte sur les didactiques disciplinaires ou sur les configurations disciplinaires et leur influence sur le décrochage scolaire. C'est-à-dire qu'on identifie des facteurs disciplinaires sur lesquels on peut jouer pour prévenir le décrochage ou pour encourager la persévérance scolaire. Et bien sur la question du climat scolaire, c'est un petit peu la même chose. Il y a un vrai travail à faire, chacun dans sa discipline, sur des éléments qui peuvent contribuer à améliorer le climat scolaire et sur des éléments qui peuvent au contraire le fragiliser. Ça demande de faire attention à deux aspects. D'une part, qu'on identifie chacun dans sa discipline des facteurs disciplinaires d'insécurité émotionnelle ou cognitive. J'y faisais allusion tout à l'heure, c'est-à-dire des éléments qui, par leur technicité ou leur abstraction, entraînent un sentiment d'incompréhension chez l'élève et d'incompréhensibilité, c'est-à-dire un contenu qui n'est pas à ma portée, qui rejoint effectivement un sentiment d'efficacité, si j'ai bien compris. Qu'on identifie également les facteurs d'insécurité émotionnelle présents dans chacune de nos disciplines pour pouvoir justement jouer sur la sécurisation cognitive et émotionnelle dans notre propre discipline. C'est-à-dire que le climat scolaire, ça n'est pas quelque chose qui est adisciplinaire, c'est quelque chose qui est également lié avec certaines disciplines. Pour reprendre l'exemple d'Yves Reter tout à l'heure, il évoquait des disciplines qui ont tendance à raccrocher les élèves et des disciplines qui ont tendance à décrocher les élèves. Et ça, dans la perception des élèves. Il ne s'agit pas d'une volonté des personnes qui animent ces disciplines, mais dans le vécu des élèves, on a des disciplines qui raccrochent et des disciplines qui ont tendance à décrocher. Bien. Deuxième élément, ça demande d'identifier les opportunités ou les occasions disciplinaires pour développer certains contenus non académiques. C'est-à-dire que si on souhaite permettre le développement de l'empathie chez les élèves, travailler avec eux sur leur capacité à faire preuve d'empathie, eh bien, il y a peut-être des situations disciplinaires qui sont plus favorables que d'autres. Certaines disciplines qui sont peut-être plus favorables à ça que d'autres. C'est une question qui est ouverte. En tout cas, des disciplines qui ont un lien avec l'humain, avec le personnage de fiction par exemple, avec le personnage historique, sont des disciplines qui peuvent travailler de manière assez intéressante sur cette question de l'empathie, sur la responsabilité à l'égard des autres. Ça peut être dans d'autres disciplines. En tout cas, il s'agit de trouver les opportunités disciplinaires, les occasions disciplinaires, d'accrocher ces contenus transversaux à quelque chose qui existe vraiment au sein de l'expérience scolaire. Sinon, le risque est que l'on retrouve un petit peu ce que l'on avait avec l'ancien socle commun, vous savez, où il y avait des compétences qui étaient très bien identifiées. C'était la compétence 1, la compétence 2, 3, 4, 5. Et puis à la fin, il y avait la compétence 6 et 7. Et c'était une seule compétence, mais qui s'appelait 6 et 7. Et qui était... ça, bien sûr, on le fait, quoi. D'accord ? On le fait mais de manière qui n'est pas nécessairement explicite. Eh bien, le risque est un petit peu le même avec la formation de la personne et du citoyen, même si des places un peu plus explicites existent, notamment avec l'enseignement moral et civique. Alors, quel rôle pour les inspecteurs et les inspectrices ? J'ai essayé de partir de quelques grandes missions qui sont les nôtres actuellement pour voir comment nous pouvons essayer de jouer sur le climat scolaire. Alors, dans le domaine de l'évaluation individuelle, tout à l'heure, il a été montré les grilles, effectivement, qu'on utilise désormais. Et vous avez certains items qui sont directement en lien avec le climat scolaire. Vous avez la question d'organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant l'apprentissage et la socialisation des élèves. La socialisation des élèves, c'est quelque chose qui ne se fait pas forcément par magie, mais qui se fait également par un acte explicite d'enseignement. En tout cas, un acte réfléchi d'enseignement qui permet effectivement cette socialisation. Installer et maintenir un climat propice aux apprentissages et puis agir en éducateur responsable selon des principes éthiques me semblent être des choses en lien avec cette question du climat scolaire. Ce qui me semble essentiel également dans l'évaluation individuelle, ce n'est pas uniquement les critères qu'on va retenir. Sur les critères, on pourra revenir cet après-midi dans l'atelier. Mais c'est également
de savoir repérer les besoins de professionnalisation dans ce domaine et repérer les personnes ressources dans ce domaine. C'est-à-dire que les grilles qu'on pourra utiliser désormais, en fait, nous permettent d'identifier des maîtrises exceptionnelles dans ces domaines. Et je crois qu'il est important d'avoir une idée sur un territoire des personnes qui peuvent jouer un rôle dans le développement professionnel de leurs collègues, parce que ces questions-là se développent assez fréquemment par les pairs. Alors en structurant ça, par exemple par l'analyse de pratique, par exemple par le témoignage, par exemple par les échanges informels, etc. Mais je crois qu'il peut être vraiment intéressant d'essayer d'identifier les personnes sur lesquelles nous pouvons nous appuyer pour développer un climat scolaire positif dans les écoles et dans les établissements. Et puis, en ce qui concerne l'évaluation individuelle, il faut qu'on voit, qu'on définisse les modalités d'accompagnement et de formation dans ces domaines. Par exemple, comment est-ce qu'on forme à la relation pédagogique et éducative? Ça, c'est quelque chose qui demande une réflexion qui soit structurée. Est-ce qu'on travaille ça de manière séparée de la formation, je dirais, disciplinaire ou pédagogique générale, ou est-ce qu'on travaille ça de manière transversale en lien avec d'autres contenus? Auprès des équipes, dans les fonctions de référent, par exemple, en éducation prioritaire, ou quelquefois dans certaines académies, je ne sais pas si c'est le cas ici, mais les inspecteurs sont référents d'établissement. Il est important qu'on joue un rôle de passeur, c'est-à-dire qu'on fasse connaître les différentes approches que j'ai pu survoler à l'instant, mais également des ressources qui existent, soit au niveau académique, parce que les académies produisent des guides et des ressources pour accompagner les écoles et les établissements, qu'on fasse connaître les enquêtes locales de climat scolaire, ce sont les ELCS qui sont entre parenthèses au deuxième tiré, qu'on fasse connaître les apports de la recherche, là aussi c'est quelque chose d'important, on essaye de travailler sur cette porosité entre chercheurs et acteurs, et je crois qu'il est important effectivement d'accorder une place à cette question des apports de la recherche dans ce qu'ils peuvent avoir d'éclairant, mais également de satisfaisant pour les acteurs. Faire connaître aussi des personnes, et des personnes qui peuvent apporter une aide très importante aux élèves d'abord, c'est la raison pour laquelle j'ai évoqué les référents harcèlement notamment, et le 30-20, il faut qu'on fasse connaître ces numéros-là auprès des collègues qui enseignent, parce que quelquefois l'élève se plaint auprès d'un professeur qui n'a pas forcément les ressources à donner, qu'on fasse connaître le groupe académique climat scolaire. Vous voyez qu'on est une espèce de... Donc on joue un rôle d'ambassadeur dans la mesure où on va dans les écoles et dans les établissements qu'on pense éventuellement à ce genre de choses si on est sollicité sur ces questions. Il est important également de soutenir les initiatives intéressantes. J'insiste sur une chose en ce domaine, vous avez énormément d'écoles et d'établissements qui s'engagent actuellement dans des projets de type développement des compétences psychosociales, dans des choses qui tournent autour aussi de la méditation, autour du yoga. Vous avez une association qui est agréée actuellement par le ministère, sur la question du yoga par exemple. Il est très intéressant de travailler avec ces équipes pour que le travail qu'elles font dans ce domaine-là soit prolongé par ce qui se passe dans la classe. C'est-à-dire qu'on n'est pas des temps climat scolaire où tout va bien, et puis des temps un peu plus durs, un peu plus rudes, où les choses sont sérieuses et où on est un peu triste, si vous voulez. Autre chose, mais ça va de soi, conseiller sur les stratégies à mettre en place. Là, ça renvoie à tout un ensemble de littérature qu'on trouve sur le site climat scolaire, le site Canopée climat scolaire, qui est animé par la mission et qui prévoit 7 angles d'attaque, si vous voulez, pour essayer d'améliorer le climat scolaire. Je parle d'angle d'attaque parce qu'il est question de stratégie, donc on est dans un domaine militaire ici. Dans le portage des dossiers, on a également la possibilité de ménager une place au climat scolaire. Moi, je suis frappé en essayant de regarder les différents dossiers sur les groupes de travail sur lesquels on peut travailler dans un département ou dans une académie. Je suis frappé en constatant qu'il y a énormément de choses qui peuvent être articulées avec le climat scolaire. Et encore une fois, si nous essayons de rendre ces choses-là transversales, il s'agit de se dire, voilà, dans le domaine de la prévention du décrochage ou du soutien à la persévérance, oui, si on améliore la relation pédagogique et éducative, si on améliore les démarches pédagogiques, eh bien, vous voyez, si on rejoint les préoccupations de climat scolaire, on lutte contre le décrochage, on soutient la persévérance. C'est la même chose du côté de l'inclusion, qu'il s'agisse d'élèves en situation de handicap, c'est-à-dire d'élèves à vulnérabilité, d'élèves qui peuvent être peut-être plus facilement que d'autres victimes de micro-violences, par exemple,
mais également de l'inclusion d'élèves allophones. C'est la même chose pour le DARFI, le droit à retour en formation initiale, c'est la même chose pour la grande pauvreté, le socle commun, etc., etc. Là, nous avons des dossiers sur lesquels le climat scolaire peut être un levier. Il ne s'agit pas de profiter de ces dossiers-là pour dire « regardez, le climat scolaire est quelque chose d'intéressant », mais il s'agit d'utiliser les ressources proposées par le climat scolaire pour essayer d'alimenter le travail qui est fait dans le cadre de ces dossiers. Enfin, dans le domaine, et c'est ma dernière diapo, dans le domaine de la formation, de l'animation pédagogique, il nous semble important d'intégrer les questions liées au climat scolaire aux problématiques disciplinaires. Encore une fois, le climat scolaire est une question transversale. Si nous le traitons à côté, ça n'est pas une question transversale, c'est une question marginale. C'est une réflexion en fait qui nous était venue en travaillant avec une académie sur l'analyse du plan académique de formation, où on se rendait compte qu'on avait une série de formations sur le climat scolaire et puis une série de formations qui étaient disciplinaires. Et si on parvient à intégrer des préoccupations de climat scolaire à la formation disciplinaire, c'est-à-dire à la porte d'entrée, je dirais, la plus courante et qui suscite peut-être le plus d'adhésion dans les désirs de formation des collègues, eh bien je crois que non seulement nous contribuons à donner du sens au climat scolaire, mais en plus nous activons des leviers qui peuvent être intéressants pour les didactiques disciplinaires. C'est un levier qui me semble vraiment, vraiment important. Ça demande notamment de travailler avec, c'est le troisième point, avec les formateurs et les conseillers pédagogiques sur ces questions. Comment est-ce qu'on intègre les questions de climat scolaire aux disciplines du pôle humaniste? Comment est-ce qu'on intègre les questions de climat scolaire aux disciplines du pôle scientifique, si on veut opposer, mais ça n'est pas très sage, humanisme et sciences. Ça invite à penser également aux modalités de formation et d'accompagnement. C'est-à-dire que des accompagnements, et ça a été évoqué tout à l'heure par Christophe Marcelier, ce sont des accompagnements qui se jouent, qui se jouent souvent sur la durée. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément dans le cadre d'un stage qu'on développe complètement des compétences de climat scolaire, mais peut-être davantage en articulant sur site et en situation, c'est-à-dire avec une dimension réflexive, climat scolaire et pratique et analyse de la pratique. Et puis enfin, sur la question de la formation, les groupes académiques climat scolaire respectifs des deux académies, donc celle de Dijon, celle de Besançon, sont à votre disposition aussi, je pense, pour travailler avec vous sur cette articulation entre climat scolaire et cadre ordinaire de la classe, je dirais. Et en ce qui concerne la mission ministérielle de prévention et de lutte contre les violences en milieu scolaire, là aussi nous sommes à votre disposition pour intervenir dans des journées comme celle-ci, mais également pour travailler avec des collectifs d'inspecteurs, que ce soit en conseil d'IEN, que ce soit en collège d'inspecteurs sur une problématique donnée, sur un temps donné, mais également pour travailler avec les formateurs. Nous intervenons aussi en formation de formateurs. Hein ? Voilà. J'ai beaucoup trop parlé, il est bientôt l'heure de manger. Je ne sais pas si on a le temps de prendre une ou deux questions. Une question. Donc il faut qu'elle soit bonne, hein, choisissez bien. La question. Dans la réflexion, les échanges pourront être poursuivis au moment des ateliers. Bien sûr.